Alors, bonjour et bienvenue à la séance de coaching du 30 janvier 2014. Le programme du jour est consacré à la présentation des différents éléments d'analyse graphique. On va passer en revue tout ce qu'on met sur un graphique et comment on s'en sert. Le but n'est pas d'aller dans le détail, mais juste de donner un fil rouge de façon à ce que vous compreniez tous les éléments qui ont été décrits concrètement dans le cours La méthode de trading de A à Z, avec évidemment un petit mode d'emploi expliqué. Alors, première chose qu'il nous faut faire, bien entendu, c'est ouvrir un graphique. On va ouvrir un graphique AURUSD. Je l'agrandis de façon à ce qu'il prenne toute la surface. Et puis, pour simplifier le travail, j'ai défini un certain nombre de modèles que je vais utiliser dans ce cours qui permettront d'afficher les différentes caractéristiques en fait, de notre méthode. Alors, la première chose, on va juste... je crois que c'est un petit peu en dessous. Voilà. On va juste afficher le graphique en bougie. C'est le premier élément. Il est fourni directement par la plateforme MetaTrader. Alors, le graphique en bougie, vous savez ce que c'est. C'est simplement une présentation graphique de l'évolution des prix du cours avec directement un affichage de l'historique. On a sur la plateforme MetaTrader 3 formes d'affichage de l'historique qui sont fournies. La première de ces formes est l'affichage en barre. J'ai cliqué sur la petite icône correspondante. Alors l'idée de l'affichage en barre, c'est lorsqu'on entre dans une période, la période étant donnée ici par M1, M5 et là je suis en H1, donc quand on entre dans la période, comme ici, on a une petite ligne sur la gauche de la ligne verticale qui nous donne le prix d'entrée. La ligne verticale nous donne les extrêmes, le point le plus haut atteint durant la période, le point le plus bas atteint durant la période, et ensuite la petite ligne qui sort à la droite de la ligne verticale nous donne le prix de sortie. C'est ce qu'on appelle un diagramme en barre. Et puis, on a le diagramme en bougie, j'y viens tout à l'heure, ainsi que la présentation graphique du prix de clôture. Donc on peut présenter aussi le prix simplement comme une ligne qui nous affiche pour chaque heure, puisqu'on est en période horaire, le prix de clôture, c'est-à-dire à quel prix était le taux au moment du changement d'heure. Voilà, donc ça c'est la clôture horaire, la clôture horaire, la clôture horaire, etc. Et puis nous avons, pris l'habitude d'utiliser plutôt le diagramme en bougie japonaise, ce qui est le plus pratique, à mon sens, c'est ce que je préfère utiliser parce que c'est aussi le type de graphique qui donne instantanément le plus d'informations. En tout cas, c'est plus facile à interpréter visuellement. Pour rappel, une bougie dont le corps est noir est une bougie qui m'indique que pendant cette période, nous étions baissiers. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 bougies qui, à la suite, ont clôturé plus bas que la précédente. D'accord? Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 bougies qui, chacune, ont clôturé plus bas que la précédente, etc. Inversement, pour les bougies dont le corps est clair, en l'occurrence ici blanc. Une bougie blanche, 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 4 bougies dont le cours a clôturé plus haut que la précédente. Il est donc très facile visuellement de savoir si une période a été haussière ou baissière. Quand je dis période, c'est vraiment en référence au time frame, à l'unité de temps. Donc période baissière, période haussière, et parfois des hausses et des baisses qui se croisent, comme celle-ci, période haussière, période baissière, période haussière, période semble-t-il baissière, mais elle est tellement courte que on ne peut pas vraiment le discerner, il faut aller dessus pour le voir. On a à ce moment-là le open et le close qui est effectivement, regardez, on a 36611 et le close à 36612, donc on est haussier d'un 10 millième de pipe d'unité de monnaie, donc de dollars en l'occurrence ici. Ensuite, on est ici à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse. Parfait, c'est tout ce qu'on a besoin de discerner en ce moment sur ce graphique. On n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, évidemment, si on voulait analyser le graphique pour donner un sens à notre trading, on n'a pas beaucoup d'informations ici, ou de type de synthèse d'informations qui nous permettent de prendre des décisions. On en a.
On a par exemple ici très facilement la possibilité de déterminer des points de support et de résistance qu'on appelle des points clés ou des niveaux clés. Alors je vais rétrécir mon graphique avec la touche moins sur le clavier, voilà. Et là on observe toujours des périodes de 1 heure, parce que c'est ce graphique-là, et on observe déjà facilement à plusieurs endroits qu'on a effectivement des lignes qui ont été touchées à un certain nombre de reprises. Regardez, si par exemple je place une ligne horizontale ici, je vois bien que effectivement cette ligne a servi au trader, et on est à 1,3653, donc si je la mettais à 1,3650, je verrais clairement que les traders se sont servis de cette ligne pour pivoter autour de ce prix. On le voit clairement, on a traversé, remonté, touché, remonté, touché, remonté, touché, remonté, traversé. Et ensuite, hier, en particulier, on avait une journée très choppy, comme on appelle ça, c'est-à-dire une journée chaotique, où on voit des heures relativement volatiles, mais en fait, on est toujours sur une médiane d'à peu près 1,3650. Donc typiquement ce type de marché est très très difficile à trader quand on cherche une tendance, puisqu'on est clairement dans un marché plat. Et puis tout à coup, bang, l'amorce d'une descente qui nous a ramené ici 50 pips en dessous, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On est à 1,36, 1,3601 clairement. Alors que se passe-t-il au moment où la descente commence? Nous sommes, si je regarde l'heure de la bougie, je peux le voir ici à la clôture. Alors, 1,3650, il est 9 heures ce matin. Donc 9 heures, 8 heures à Londres. Non, je vous dis des bêtises, parce que là c'est l'heure du broker, donc 6 heures. Hein. Il s'agirait d'aller voir maintenant s'il y a eu des annonces économiques, qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là, est-ce qu'on a quelque chose qui s'est passé sur les marchés asiatiques qui a considérablement impacté sur le dollar ou sur l'euro, soit renforcé le dollar, ce qui a fait descendre le prix, soit affaibli l'euro, ce qui a aussi fait descendre le prix. Donc on est toujours dans cette lutte antagoniste entre ces pairs. Hein. Quand l'une s'affaiblit, ben forcément l'autre se renforce et inversement. Mais ça peut aussi être à qui est le plus faible ou à qui est le plus fort. Hein. Donc ces luttes ou ces combats entre les acheteurs et les vendeurs peuvent prendre toutes sortes de formes différentes. Et là, on est en train effectivement gentiment de casser. Enfin, on s'appuie pour l'instant sur un 36 et peut-être qu'on cassera aussi cette ligne. Mais regardez, ce qui est quand même extrêmement intéressant ici, c'est que on a enfin une réponse du marché à cette immense montée qu'on avait fait sur quelques heures et qui remonte ici au 23 janvier. Et pour ceux qui connaissent le principe du market profile, bah, typiquement ici on avait un énorme vide à combler. Et il se pourrait bien que le marché aille simplement faire une incursion pour ensuite remonter de nouveau à 36, à 36,50. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Et pour l'instant, ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a un niveau important qui nous a servi depuis un certain nombre de jours, puis on a un autre niveau important qui est directement repérable ici, d'accord, qui nous a servi aussi à bien des reprises, et comme par hasard, ici on est proche d'un 37, un 36,80, un 37. On a beaucoup navigué dans ces eaux-là hein, ces derniers jours. Voilà, donc c'est cette zone-là qui constituait ici la zone de range, de marché plat, de consolidation, comme on appelle ça. On le voit très clairement. Alors, ce que je veux souligner par là, c'est que visuellement, vous tirez déjà des informations sans avoir quelque indicateur ou autre chose, ou moyenne mobile ou quoi que ce soit. Et vous pourriez d'ores et déjà tirer des enseignements à partir de là. Tenez, ici vous avez par exemple cette ligne descendante. D'accord? Et si vous cherchez maintenant à faire une autre ligne parallèle en dessous, ça nous donnerait à peu près ceci. On appelle ça un canal. Et vous voyez très bien que les prix ici ont oscillé à l'intérieur de ce canal à la baisse. Okay? Donc, il serait tout à fait juste de trader en tenant compte de ce canal baissier. Bon, ben, manifestement ici, la barrière qu'on a au niveau de 1,3680 continue à servir de résistance. Là, on est en train de faire un nouveau plus bas. Si on va jusque sur le bord du canal et qu'on remonte, il y a des chances effectivement qu'on ne dépasse pas la barrière haute du canal, puisque déjà plusieurs fois ça se répète. Vous voyez, de nouveau, des informations tirées juste de la lecture graphique. Et ça, avec un tout petit peu d'entraînement, vous le voyez facilement. Donc des canaux, des niveaux clés, etc. Est-ce qu'on a d'autres choses ici à 1 heure hein, parce qu'on est dans une vision horaire, je vous le rappelle. Je vais simplement rapetisser encore mon graphique. J'ai appuyé sur la touche moins du clavier qui m'a donné plus
de bougies en les rétrécissant simplement. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que déjà le 13 janvier, je naviguais dans la zone 1,37, 1,36,50, qui a donc servi là aussi de repère aux traders. Donc, ce qui renforce encore, c'est la raison pour laquelle on a eu autant de jours et de difficultés aussi à s'extraire de ce canal d'un côté ou de l'autre. On a tenté de le faire à la hausse et puis on a été chassé de nouveau dedans. Là, on tente une première fois à la baisse, c'était hier. Et aujourd'hui, manifestement, on a de nouveau de la force, c'est-à-dire les vendeurs sont de nouveau très présents et tentent effectivement de vendre à des prix qui, ma foi, intéressent effectivement les acheteurs qui veulent acheter à bon prix. Mais effectivement, on devra franchir cette nouvelle zone qu'on a là. Si vous regardez maintenant la zone où je situe le nouveau niveau clé, elle est là. Regardez, on le voit bien. Regardez comme la ligne ici traverse un certain nombre d'allers-retours qui se situent aussi à proximité des plus bas qu'on a eu hier et déjà ce matin. Donc on a ici typiquement une zone de support. Cette zone de support, une fois franchie, pourrait bien nous faire tomber, en tout cas jusqu'à ce niveau-là. Si on place de nouveau une ligne à ce niveau clé ici, voilà, d'accord, très facilement. On visualise en fait très facilement ces niveaux. Alors de nouveau, si on veut arrondir ici, on est à 1,36,04, très bien, mettons-le à 1,36. Ici, on est à combien? 1,35,67, on pourrait très bien la baisser jusqu'à 1,50. On ne serait pas faux. C'est dans ces eaux-là que le trading s'est passé. Donc on peut très bien utiliser à chaque fois un écart clé de 50 pips. C'est ce qu'on utilise dans la méthode. Vous pourriez aussi évidemment ajuster ça à une réalité plus précise du marché si vous le jugez utile. Mais si c'est pour faire du trading à moyen long terme, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez parfaitement ici vous contenter d'écarts de 50 ou éventuellement de 25 unités de prix, donc de pips, si vous voulez vous servir de ces points de référence, des points de support, des points de résistance. Voilà, je pense que pour cette partie-là, on a bien compris. Vous remarquez aussi qu'on a un autre canal qui est facile à dessiner. Alors, un petit instant. Voilà, cet autre canal, vous pourriez facilement le dessiner ici. Voilà. Et puis, vous auriez la parallèle à ce canal ici. Voilà, d'accord. On voit bien ici comment le prix s'est constitué à la baisse. C'est le même type de canal qu'on a maintenant, simplement qui est parti d'un étage plus haut. D'accord. Ces repérages qu'on a ici sont extrêmement intéressants. Et surtout, tiens, ça me permet d'attirer votre attention sur comment on sort d'un canal. Quand vous arrivez ici au bas du canal, donc on a fait un plus bas et ici un plus bas. Et le trade suivant montre un plus bas plus haut que le dernier plus bas, comme on l'avait ici, légèrement. Donc déjà là, on avait ce phénomène. Donc on aurait pu à ce moment-là, éventuellement, se méfier en arrivant contre la résistance ici. D'accord, contre la résistance du canal. On aurait pu se méfier. Attends, éventuellement, là, on pourrait traverser. Puis ensuite, le canal a servi de résistance. On a basculé vers le bas. Puis si on a le même phénomène, on aurait pu à ce moment-là attendre simplement est-ce qu'on traverse le canal ou pas. Oui, on l'a traversé et en plus on est allé chercher tout de suite la résistance qui nous a servi de pivot, d'accord? Donc on est sorti du canal, on ne s'en sert plus. Si effectivement on avait eu un rejet du canal, on aurait à ce moment-là, du point de vue de la méthode A à Z, on aurait profité d'une réentrance pour aller chercher le nouveau plus bas. Donc on aurait ici une entrée dans le trade, une réentrance qui serait ici, et une réentrance qui serait là. Alors vous me direz, oui, mais comment je discerne le point d'entrée idéal et ensuite les réentrances? Parce que sur l'historique, je les vois, mais là, je dois les discerner au moment où le marché est en train de se construire. C'est là, en fait, tout l'objet de la méthode de trading de A à Z. La méthode de A à Z sert exactement à cela. C'est en cela qu'elle est fabuleuse. Alors, passons aux éléments de la méthode. Je vais tout d'abord ici vous montrer alors, 77 Road, je cherche juste les moyennes mobiles. Voilà. Où sont mes moyennes mobiles? MM.
Bon. Alors, on va aller les chercher plus bas. Daily Analysis. Non, c'est pas ça. Ah là là! J'ai cru que j'avais fait... Bon, c'est pas grave. On va partir simplement de 722. Candles. Je vais voir ce que j'ai ici. Là, j'ai juste les bougies. Ok, ça c'est bien. Ensuite... Alors... J'ai parfois des temps de réaction un petit peu plus longs sur le graphique. Donc il s'agit juste de patienter. Alors là, j'ai ouvert une fenêtre dont je n'ai pas besoin. Voilà, de temps en temps, je vais un petit peu vite, mais il y a beaucoup de ressources avec l'enregistreur qui se trouve derrière, donc c'est pas toujours évident. Alors on va peut-être voir ici les niveaux de prix. Ok, bon. Alors j'ai effectivement les niveaux de prix et tout. Bon, bah tant pis. Je voulais mettre les éléments les uns après les autres sur le graphique pour bien distinguer les choses. Hein. C'est ce que je voulais voir. Alors, est-ce qu'il y a des questions entre deux? Non, ok. Alors, voilà ce que on va dire les éléments d'analyse du graphique principal que l'on a quand on utilise la méthode de A à Z. On a d'abord ce qu'on appelle une moyenne mobile, peut-être juste pour préciser ce qu'est une moyenne mobile. On va prendre simplement un des prix de référence de la bougie, qui peut être le prix de clôture, le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas. En l'occurrence ici, on utilise le prix d'ouverture de la bougie. Et ensuite, on calcule un certain nombre de bougies antérieures. Donc on fait, si vous voulez, prix d'ouverture, plus prix d'ouverture, plus prix d'ouverture, plus prix d'ouverture, etc. Un certain nombre de fois. On en calcule la moyenne en divisant ça par le nombre de bougies et on ajoute simplement un point qui constitue alors une ligne, puisqu'on fait ça en reculant. Donc si vous avez maintenant la moyenne mobile dite bleue, c'est une moyenne mobile de 960 bougies calculées. Ces 960 bougies correspondent à ce qu'on a sur le mois, à la moyenne mobile 2, et sur ce qu'on a sur la semaine, à la moyenne mobile 8. J'ai toujours utilisé le bleu, évidemment, pour qu'on la voit. Mais c'est en fait exactement la même courbe, calculée simplement en fonction de l'unité de temps sur laquelle on se trouve. Si je calcule une moyenne mobile de 2, donc sur 2 mois, forcément, ramené à la semaine, 2 mois c'est 4 semaines, donc 2 fois 4, 8. Ma moyenne mobile est donc de 8. La même moyenne mobile à la journée, c'est quoi? 8 multiplié par 5, la semaine, 5 jours, donc 40. Ok? La même chose maintenant, combien il y a d'heures effectivement qui correspondent à mes 2 mois, H4, H1, voilà. Là je vais retrouver ici 960. 960 heures tout simplement. Donc on parle bien ici des journées de trading ouvert. Alors, cette moyenne mobile bleue me donne la tendance à long terme. La définition que je vous donne ici correspond à la méthode de trading de A à Z. Donc ne généralisez pas ce que je vous dis à toutes les méthodes de trading. Non, non. C'est cette méthode-là qui fonctionne comme ça. C'est les règles de cette méthode. Donc moyenne mobile bleue égale tendance à long terme. Moyenne mobile verte, tendance à moyen terme. Vous voyez la différence, elle est calculée ici sur 240 périodes, alors que celle-ci est calculée sur 960 périodes. Si vous allez sur le mois, vous ne pouvez évidemment pas calculer la moyenne mobile moyen terme, vous pouvez la calculer que à partir de la semaine. Et si vous regardez la moyenne mobile sur la semaine, on a ici combien? 2. D'accord? Je vais poser le curseur dessus. Moving average entre parenthèses 2. Donc on a un calcul ici de moyenne mobile 2 qui nous donne la ligne verte. Donc revenu sur la semaine. Ce que vous voyez ici sur la semaine, pardon, là, vous voyez ce petit ergot là, cette petite ouverture qu'on a ici entre la bleue et la verte, c'est ce qu'on va retrouver ici sur H1, c'est ça. C'est exactement cette forme-là. Donc, moyenne mobile bleu long terme, moyenne mobile verte moyen terme. Règle tirée de la méthode,
lorsque le prix se situe en dessous, comme c'est le cas maintenant, de la moyenne mobile bleue et de la moyenne mobile verte, nous sommes en tendance baissière. Et les trades que nous allons prendre seront des ventes. Si le prix est situé en dessus de la moyenne verte et bleue et verte selon la situation, la tendance est haussière. Et à ce moment-là, on tradera des achats. Ça, c'est une règle simple. Vous pouvez tout de suite la mémoriser. Si vous tradez à moyen long terme, c'est un impératif. Vous tradez de cette manière-là. On a ensuite un autre élément graphique sur ce graphique qui vient ici de la méthode, c'est ce qu'on appelle le pivot journalier. Alors, le pivot journalier, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est le niveau calculé à partir du jour précédent qui va constituer le moment à partir duquel notre journée est haussière ou baissière. Notre journée. On ne parle pas ici de la tendance, mais juste de la journée. Et si vous regardez, on a des repères intéressants. On a ici le niveau de la journée qui est le 22. Ensuite, le 23, on a une petite marche d'escalier vers le haut qui nous montre que on est effectivement dans une journée haussière. Ensuite, une grosse marche vers le haut qui nous dit on est dans une journée haussière. Une grosse marche vers le haut et on trade tout à coup en dessous, donc on est dans une journée baissière, ce qui se voit le jour suivant. On trade en dessous, on est bien dans une journée baissière. Ce qui se voit le jour suivant, on trade de nouveau dessous. Et on voit bien la journée baissière. D'ailleurs, le pivot journalier est exactement au niveau de notre moyenne mobile long terme en ce moment. On appelle ça un renforcement de niveau clé. Plus vous avez de niveaux clés qui se superposent, plus ils ont de signification. Et puis le prix en ce moment est de nouveau à la baisse. Et si effectivement on navigue dans ces eaux-là jusqu'à demain, vous verrez demain la marche d'escalier qui refait une descente d'une marche. Et on aurait comme ça une confirmation qu'à la journée, on est bien à la descente et surtout, on a passé du côté baissier au niveau du long terme et moyen terme. Voilà l'information qu'on peut tirer de ce qu'on appelle le pivot journalier. Et le pivot journalier nous sert souvent de point d'entrée, des points d'entrée différés. C'est-à-dire quand on trade long terme, moyen terme, on va souvent se servir de ce niveau-là comme étant le point à partir duquel on entre dans le trade quand on a choisi la direction dans laquelle on veut aller. Pour du moyen long terme, je précise bien. Ensuite, autre élément qu'on a sur ce graphique, élément qu'on n'a pas d'ailleurs en H4. D'ailleurs, je suis ici juste étonné de ne pas avoir sur H4. Je devrais aussi avoir les deux moyen terme, long terme. Elles ne sont pas affichées, ce qui est une erreur. Je corrigerai ça tout à l'heure. Mais à partir de H1, on a deux autres moyennes mobiles, une couleur olive et une couleur rouge. La couleur olive est une moyenne de 60, moyenne mobile de 60, et la rouge, une moyenne mobile de 15. Ces deux moyennes mobiles uniquement sur H1 sont les moyennes mobiles dites de court et très court terme. Okay, court et très court terme. Vous allez vous servir de ces moyennes mobiles essentiellement pour du trading intraday. Là où les bleus et vertes vous servent à du trading moyen long terme, donc souvent des trades qui durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certains cas, les trades que vous ouvrirez à partir des informations que vous donnent les moyennes mobiles rouges et olives sur H1, j'insiste sur H1, là, effectivement, vous aurez des informations pour trader à l'intérieur de la journée. Voilà, ça c'est ce que je vous donne comme information jusqu'à maintenant. Passons maintenant sur M30. Et sur M30, vous voyez aussi la moyenne mobile 60 olive et la moyenne mobile 15. Ces deux moyennes mobiles, forcément, nous donnent une information différente que sur H1. Sur H1, nous avons une moyenne mobile de 60. Si nous avions la même référence sur 30, nous devrions avoir une moyenne mobile de 120, forcément. Parce qu'on a 120 demi-heures dans 60 heures. Même raisonnement ici pour la 15, donc l'utilisation n'est pas la même. En fait, à quoi vont servir les moyennes mobiles 60 et 15 qu'on a sur M30, M15, M5 et M1? Parce qu'on a chaque fois ici une moyenne mobile de 60 et de 15. Elles vont nous servir, contrairement à ce qu'on fait en H1,
de point de référence pour repérer les accélérations, décélérations du cours en intraday. Quand le cours accélère dans une tendance, les deux moyennes mobiles s'écartent. Quand le cours, au contraire, s'inverse, les deux moyennes mobiles se rétrécissent. On a donc une décélération. C'est l'utilisation qu'on va faire de ces moyennes mobiles. Et ces moyennes mobiles, le prix actuel fixé par la moyenne mobile, ici le niveau que ça donne, peuvent nous servir aussi dans certains cas de point d'entrée ou de point de sortie de notre trading intraday. Voilà, ça c'est tout ce que je vous dis pour l'instant. Donc faites bien la différence sur H1. Vous avez deux moyennes mobiles qui vous donnent le court terme, le moyen terme et qui vont vous permettre de fixer le mode de trading intraday, en complément bien sûr de l'information qui vous est donnée ici par le long terme, moyen terme, surtout quand on est si proche. On a pratiquement les 4 moyennes mobiles qui sont dans la même zone. Donc forcément ici, si on voulait prendre une décision de trade à long terme dans une configuration comme ça, c'est du 50-50. On n'a pas ici uniquement du point de vue des moyennes mobiles la possibilité de discerner si on ira vraiment vers le haut ou vraiment vers le bas. Par contre, en intraday, on a d'excellents signaux. On voit bien ici que la moyenne mobile est rouge est en dessous de la verte olive, ce qui confirme qu'on est bien dans une baisse. Et en plus, ici, on a un écartement. Cet écartement est suffisamment représentatif, on le remarquera mieux si on agrandit un petit peu la bougie ici, est suffisamment représentatif pour qu'on puisse anticiper un mouvement vers le bas. Et ça, effectivement, il faudra qu'on lise notre indicateur stochastique 722 pour avoir confirmation de tout ça. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade-là. Rappelez-vous donc de la signification de ces moyennes mobiles. La bleue nous indique le long terme, la verte le moyen terme. La bleue et la verte combinées, quand le cours est en dessous, on est en tendance baissière, dans une vision long terme. Quand le cours est en dessus, on est dans une vision haussière, dans une vision long terme. Quand le cours se situe entre les deux moyennes mobiles bleues et vertes, on est dans une zone de consolidation potentielle du point de vue long terme, de nouveau. D'accord ? Et ensuite, on a les deux moyennes mobiles court terme et très court terme, l'olive et la rouge, qui, elles, nous donnent des informations similaires, mais par rapport à un trading journalier. Donc les informations, les interprétations que vous allez faire sont les mêmes, mais sur un espace de temps beaucoup plus court. Et forcément que la qualité des signaux seront toujours meilleures sur le long terme que sur l'intraday. C'est parfaitement logique. Ok. Alors, je crois que c'est bon. On va passer maintenant à autre chose. Je vais vous fixer cette fois-ci, voilà, sur le stochastique 722. Le stochastique 722, qu'est-ce que c'est? C'est un réglage particulier d'un indicateur qu'on appelle le stochastique, qui est livré en standard dans la plateforme MetaTrader, que j'ai néanmoins reprogrammé de façon à y ajouter quelques caractéristiques qui sont intéressantes. Je vais toutefois vous montrer comment vous pouvez, à partir de la plateforme, aller directement chercher le stochastique. Là, j'ai été simplement dans ce qu'on appelle le navigateur. J'ai cette liste qui s'est ouverte. J'ai cliqué sur indicateur, pas sur custom indicateur. Ça, c'est les indicateurs programmés par vous-même ou par voilà, des indicateurs que vous auriez reçus de l'extérieur. Le stochastique ici fourni par la plateforme, il est là. Stochastic Oscillator. Vous le traînez sur le graphique. Vous lui donnez maintenant une configuration, voilà, au niveau les levels 20, 80, 50, très bien. Et dans les paramètres, vous allez lui donner une période de 7, un slowing de 2, un des périodes de 2, et vous allez utiliser le price field close et non pas low high. Close, c'est très important. Je ne vais pas du tout dans l'explication de l'indicateur. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il calcule, allez sur Internet, vous googlez, vous cherchez indicateur stochastique et vous aurez tout ce que vous devez savoir. Je ne vais vraiment pas ici entrer dans l'explication mathématique. Je ne suis pas en mesure de le faire avec suffisamment de précision. Une fois que c'est fait, les niveaux 0 à 100 est indiqués, c'est les extrêmes de l'indicateur. Vous cliquez sur OK et qu'est-ce que vous obtenez?
rigoureusement la même ligne que ce que vous avez dans l'indicateur fourni avec la méthode. Jusque-là, rien ne change. On a juste placé sur... non, c'est exactement pareil. Voilà. Tout simplement, les niveaux 100 et 0 sont les bords de l'indicateur, tandis qu'ici, on a un niveau 0, un niveau 100, qui est visible de façon à ce que la route qu'on verra tout à l'heure, le market road, puisse effectivement sortir aussi des limites 60 et 0. C'est exactement le même indicateur, vous le voyez, la même courbe. En d'autres termes, vous pourriez très bien utiliser cet indicateur et vous en servir pour prendre vos décisions de trade. Évidemment, là, vous avez relativement peu d'informations, mais une fois que vous avez appris la méthode et que vous savez trader avec le stochastique, vous pourriez le faire. Donc typiquement, quand on arrive dans une configuration comme celle-ci, on est ici sur un trade horaire, on voit qu'on a un long plat vers le haut, on pourrait effectivement considérer ce signal ici comme un signal de baisse valide. Bien entendu, on irait d'abord chercher à savoir ce qui se passe sur H4. Là, je vous montrerai plus tard. On a surtout parlé ça dans le coaching d'hier. Revoyez peut-être la vidéo du coaching d'hier de façon à avoir plus d'informations sur la mise en synchronisation des différents time frames. Et là, on aurait un signal valide si on n'avait que le stochastique 722. Ce que je voulais souligner ici, c'est que le stochastique est un indicateur standard fourni avec la plateforme, comme avec toutes les autres plateformes de trading, qu'on en fait simplement un usage un petit peu plus sophistiqué. D'où la programmation d'un indicateur spécifique auquel je me suis permis d'ajouter une notion qui m'est personnelle, qui est la notion de market road, de route du marché. On va voir ça de plus près. Je vais simplement charger ici un autre modèle. Ok, alors on va prendre ici le 722, on va prendre ici la median line du road. L'indicateur stochastique 722, en plus du stochastique que pour l'instant j'ai enlevé, nous affiche une médiane. Alors ça correspond, si vous voulez, au calcul du niveau 50, mais dynamique. Plutôt que d'avoir une échelle statique de 0 à 50, cette ligne ici vous indique dynamiquement où se trouve le niveau 50 par rapport à la réalité du cours qui est en train de se développer. On ajoute donc une notion dynamique à un indicateur statique. Et vous verrez que c'est vraiment intéressant dans certains cas de figure. C'est ce qu'on voit pour l'instant. On peut tout de suite discerner un certain nombre de choses. Par exemple, quand la ligne médiane est en dessus de la ligne fixe 50, donc si vous voulez, quand le 50 dynamique est en dessus du 50 statique, on a effectivement une hausse. On a ici un signal qui globalement est haussier. Quand on croise à la baisse, effectivement la force du marché se situe en dessous, donc on est dans une baisse. Et ensuite, quand on traverse de nouveau en dessus, on est de nouveau dans une phase haussière, baissière, haussière, etc. D'accord? On est dans des phases ici d'accélération, décélération. Je voudrais insister vraiment là-dessus. Quand on parle de hausse et de baisse, c'est un petit peu une confusion. Hein. On parlera de hausse du prix, baisse du prix. En fait, quand on parle ici du stochastique, on devrait davantage parler d'accélération ou de... Non, encore, je me mélange dans mes propres mots. On parle ici d'accumulation et de distribution, non pas d'accélération et de décélération, de ralentissement. Hein. Mais bien, excusez-moi, il faut être clair, on parle d'accumulation et de distribution. Alors qu'est-ce qu'on accumule? Ben, évidemment, les acheteurs achètent, ils accumulent, c'est ce qu'on voit par cette montée ici. Ça sera encore bien plus clair quand on verra le stochastique. Et quand ça descend, les vendeurs ici, donc on est arrivé en zone de surachat, les vendeurs à un moment donné ne trouvent plus acheteurs, donc ils diminuent leur prix. Il y a donc une distribution qui se fait de ce que les vendeurs ont à un moment donné pu gagner à la montée. D'accord? Donc du point de vue de l'acheteur ou du vendeur, c'est juste l'inverse. Ok, c'est cette information-là qui nous intéresse sur le stochastique et non pas la notion de hausse ou de baisse du cours. C'est pour ça qu'on a aussi un indicateur qui oscille autour d'une ligne 50. D'accord? Donc on a une échelle 0 à 50 et non pas ici les prix du cours. Donc on est bien dans une notion d'accumulation,
distribution. Accumulation quand les acheteurs dominent, distribution quand les vendeurs dominent. C'est comme ça qu'il faut le lire. Bien. Que pouvons-nous tirer encore de cet indicateur? Évidemment, puisqu'on a parlé de bord dynamique, je vais cliquer à la bonne place. Voilà. On a vu la médiane. On va donc prendre maintenant le market road avec toutes les lignes. Voilà. On a la route complète cette fois-ci avec le niveau 80 et le niveau 20 dynamique. D'accord? Niveau 80 et niveau 20 dynamique. Alors, ne confondez pas, s'il vous plaît, les bords de cette ligne avec le niveau 100 et le niveau 0. Ce n'est pas le cas. C'est que pour certains, cette confusion a existé, donc je le rappelle. On parle bien ici de niveau 20 dynamique et de niveau 80 dynamique. Pourquoi est-ce important? Parce que la zone entre 100 et 80 et entre 0 et 20 est qualifiée de, respectivement entre 80 et 100, de zone de surachat et la zone entre 0 et 20 de survente. Quand on arrive dans ces extrémités-là, le marché, à un moment donné, s'essouffle au point qu'il n'y a plus de contrepartie et il doit s'inverser, donc le sens doit changer pour qu'on trouve de nouveau des prix où les acteurs sont d'accord d'échanger au niveau de prix proposé. Donc c'est cette perpétuelle aller-retour qui est marquée ainsi en termes de distribution-accumulation. C'est pour ça qu'on parle de zone de survente. À un moment donné, on a tellement vendu, tout simplement que les vendeurs ne sont soit plus d'accord de vendre à un prix plus bas, soit les acheteurs n'ont tout simplement plus de liquidité pour acheter encore plus bas. C'est ces deux cas de figure. Et on aura une inversion qui va se faire. On aura comme ça des allers-retours qui vont se faire sans cesse. Et là, on a simplement des niveaux dynamiques au lieu de niveaux statiques. Alors, c'est intéressant d'en tirer des informations d'interprétation. Regardez le coaching d'hier, je vous dirai où le retrouver tout à l'heure. Parfait. Continuons l'examen de notre stochastique. On va cette fois-ci l'afficher au complet et on va prendre le AZ standard. On affiche absolument tout. Et là, vous avez la fenêtre complète que vous connaissez. Vous avez un petit élément en haut à gauche qui affiche le prix courant en pips, donc sur 4 digits, et puis la distance entre le prix actuel et la moyenne mobile bleue. Donc on est à 39 pips d'écart. Ensuite, vous avez la barre verticale brune, ou plutôt rouge foncé, qui vous dit que vous êtes avec le prix en dessous des deux moyennes mobiles bleues et vertes, donc long terme et moyen terme. C'est ce que signifie ici cette barre rouge brique. Si elle était en dessus, elle serait verte. Les indications qu'on a eues, les niveaux clés 1.35, 50, 1.36, 1.36, 50, c'est juste des repères. Les 4 moyennes mobiles qu'on a vues, les moyennes mobiles rouges et olives ne s'affichent pas sur les unités de temps en dessus. Et puis vous avez ici le niveau pivot, d'accord, ce qu'on appelle le pivot journalier. J'ai expliqué sa signification tout à l'heure. Et maintenant le stochastique complet. Alors vous vous souvenez de la route. Vous vous souvenez aussi que on avait un signal bleu. J'ai séparé l'affichage de façon à ce qu'on puisse plus facilement repérer ces choses. Et puis vous avez maintenant encore un signal rouge par-dessus le bleu. Alors c'est simplement une moyenne mobile de 5 appliquée sur le signal du stochastique bleu. Alors, le stochastique bleu, la ligne bleue, je l'appelle la S722. Et puis la rouge, la SS722. Stochastique 722. Okay, donc c'est simplement donc, la ligne de signal qu'on a sur le stochastique 722. Donc SS pour signal stochastique. Voilà. Et puis, vous pouvez maintenant, évidemment, lire cet indicateur et lui donner sens par rapport à des opportunités de gain. Les opportunités de gain, les signaux vont être lus sur le stochastique, tandis que l'interprétation des tendances, l'interprétation des niveaux va se faire sur le graphique de prix. Donc, opportunité signal sur le stochastique, tendance et analyse des niveaux sur le graphique de prix. Voilà, et là vous avez
l'explication globale des différents éléments qui se trouvent dans la méthode A à Z. Donc, méthode de trading de A à Z. Parfait, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là, je vais stopper simplement l'enregistrement.